Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la Voix Sainte TV. Voici les titres de l'actualité. Destruction d'une église par les autorités soudanaises près de Khartoum. Les chrétiens appellent à la prière face à cette situation. Prix Bonchamp de l'ANACAD pour la campagne 2018. Ce prix passe de 440 francs à 500 francs CFA. Les détails dans ce journal. Et puis en Afrique du Sud, Jacob Zuma démissionne sous la pression de l'ANC. La transition politique est en cours dans ce pays. Et puis pour la page sportive de cette édition, nous recevrons Ange Seri. Bienvenue à tous. La mission évangélique La Voix Sainte organise une semaine spirituelle du 6 au 8 mars 2018 en prélude à la fête des familles. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le révérend Langui Louis-Ange, mais en attendant, abordons quelques feuilles de l'actualité. L'église évangélique presbytienne du Soudan a été détruite par la police peu après le culte de dimanche. Les chrétiens au Soudan appellent à la prière face à cette situation. Les raisons de cette démolition avec Jean-Jacques Denis. Quelques heures seulement après le culte du dimanche dernier, des camions de police sont arrivés à l'église presbytérienne du Soudan à Ha-Youssef, a expliqué Middle East Concern. Après avoir confisqué tous les livres, l'équipement et les chaises qui se trouvaient à l'intérieur de l'église, le bâtiment a été totalement détruit. Aucun préavis n'a été donné et un procès était en cours pour protester la démolition prévue de cette église, d'abord annoncée en 2016. En 2016, en effet, au cours d'une procédure judiciaire, les autorités soudanaises ont produit une liste de 25 églises devant être démolies pour avoir enfreint les règlements de zonage, a encore rapporté Middle East Concern. Au début de l'année 2017, 2 autres églises ont été ajoutées à cette liste. En mai 2017, ces 2 dernières églises ont été démolies. L'église démolie le 11 février dernier est la première église démolie de la liste initiale de 25 églises à avoir été détruite. Les chrétiens du Soudan demandent la prière par rapport à cette situation. Les chrétiens au Soudan demandent la prière par rapport à cette situation. Pour rappel, Middle East Concern soutient les personnes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui sont marginalisées, discriminées ou persécutées pour être ou devenir chrétiennes. Le défi Faim Zéro en Afrique de l'Ouest et du Centre est le thème au centre de la réunion bi-annuelle du Programme alimentaire mondial qui s'est ouverte le 13 février à Abidjan. Commentaire Ange Yaosakre. Cette réunion biannuelle des directeurs représentants pays pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre sera l'occasion de dresser le bilan des activités de 2017 et adopter le programme d'action pour 2018. Le défi Faim Zéro, qui a pour objectif d'éliminer la faim dans le monde à l'horizon 2030, demeure un important challenge pour le Programme alimentaire mondial, abrégé PAB. Le PAM entend se doter d'un centre d'excellence contre la faim pour impulser une dynamique dans toute la région ouest africaine. Le PAM a assisté près de 10 millions de personnes en Afrique de l'Ouest à travers les cantines scolaires, la distribution de vivres aux communautés frappées par les conflits et les catastrophes naturelles et à travers ses programmes de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile au cours de l'année 2016. Pour le directeur régional Afrique de l'Ouest du Centre du PAM, Abou Diang, l'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre va être basée en Côte d'Ivoire, non seulement pour aider le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires à travailler sur les questions de sécurité alimentaire, mais aussi les autres pays d'Afrique qui vont venir ici. C'est un centre où les bonnes pratiques vont être développées pour faire un peu tout ce qui est renforcement de capacité et partager un peu les solutions. Ce sera sous le leadership du gouvernement ivoirien avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le vice-président s'est réjoui du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter le centre d'excellence régional contre la faim. Ce sera sous le leadership du gouvernement ivoirien avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Ce centre représente l'espoir pour la région ouest africaine. Nous vous le disions en début de ce journal, la mission évangélique La Voix Sainte organise une semaine spirituelle en prélude à la fête des familles. Et nous sommes sur ce plateau avec le révérend Langui Louis-Ange, homme de Dieu. Merci d'être sur notre plateau. Bonjour Alain Boiry. Alors de quoi il s'agit exactement à cette fête des familles qui sera précédée de la semaine spirituelle? Effectivement,
La mission évangélique La Voix Sainte a son habitude chaque trimestre de célébrer, glorifier Dieu au travers d'une action de grâce, mais suivie d'une semaine spirituelle qui aura lieu le 6 mars 2018, dans la semaine du 6 au 11 mars 2018. Et la fête des familles a lieu quand exactement? Et la fête des familles, c'est quoi? La fête des familles au sein de la mission évangélique La Voix Sainte, nous avons institué un cadre familial à l'image du peuple d'Israël, constitué de 12 tribus. À notre sein, au sein de la mission évangélique La Voix Sainte, il y a aussi les familles pour la convivialité, la fraternité en Christ. C'est ainsi que ce dimanche 11 mars, il y aura un culte d'action des grâces où chaque famille viendra prester, glorifier son nom, le nom du Seigneur, célébrer le nom du Seigneur. Cette famille viendront en uniforme. Nous appelons ainsi le peuple de Dieu, nos frères des autres communautés à venir voir comment au sein de la mission évangélique La Voix Sainte, nous célébrons Dieu. Alors, quel sera le thème de cette semaine spirituelle? Le thème de cette semaine spirituelle est tiré du livre de Luc 4, verset 14, qui est le revêtement. C'est ainsi, dans ce livre, il est dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est ce thème-là que nous allons traiter durant toute cette semaine spirituelle, y compris le vendredi où il y aura une veillée de 21h jusqu'à l'aube. Il sera question de se revêtir de cet Esprit Saint, de cette puissance d'autorité que le Seigneur nous a léguée comme héritage avant de regagner le royaume des cieux. Alors, donnez-nous le lieu de l'événement et les contacts. L'événement aura lieu au sein de la mission évangélique La Voix Sainte. Lorsque nous quittons l'école de police que nous allons vers Bingerville, il y a une station que nous trouvons à notre droite. À partir de là, nous revenons non loin, il y a une pharmacie, la Sainte Grâce, et juste en face à gauche est située la mission évangélique La Voix Sainte. Les contacts, nous avons le 51 26 88 99 et le 08 05 22 04. Merci révérend Langui Louis-Ange qui était sur notre plateau pour nous parler de l'événement qu'organise la mission évangélique La Voix Sainte. Il s'agit d'une semaine spirituelle et après ce sera la fête des familles. Merci homme de Dieu d'être passé sur notre plateau pour nous donner ces précisions. Je vous en prie, Alain Boisbri. Merci, vous restez avec nous. Nous poursuivons le cours normal de cette édition. Une formation sur la justice criminelle pour les pays d'Afrique francophone est organisée par la coopération japonaise pour le renforcement des capacités du système judiciaire. Objectif, relever ce défi sécuritaire dans cette région. Commentaire, Nadia Eounou. Ce séminaire se tient à Abidjan du 12 au 23 février 2018. Il est co-organisé par l'Institution des Nations Unies pour la prévision des délinquants en Asie et en Extrême-Orient, de même que par l'Institution de formation judiciaire de la Côte d'Ivoire et l'Agence japonaise de coopération internationale. Il réunit à cet effet des magistrats, des juges, des procureurs, des juges d'instruction, des juges d'application des peines et des officiers de police judiciaire de 8 pays de la sous-région. Le but premier de l'Agence japonaise de coopération internationale est le renforcement des capacités des professionnels de la justice en vue de l'amélioration de leurs compétences dans les domaines des enquêtes, des poursuites pénales et de la prévention du crime. Pour le représentant résident de la JICA, Imaru Tutomu, le présent séminaire sur la justice criminelle constitue ainsi l'une des concrétisations de la politique d'aide publique au développement du gouvernement du Japon à l'égard de l'Afrique, qui confrontait à l'émergence des phénomènes menaçant la sécurité régionale. Ce séminaire qui bénéficie de l'appui de l'ambassade du Japon et de la France sera acté du fait de la qualité des échanges qui auront lieu au cours de ce séminaire, ainsi que des recommandations pertinentes qui seront issues de vos réflexions. Selon Kawamara Hiroshi, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, le renforcement des capacités du système judiciaire
afin d'assurer un cadre juridique stable et indispensable à la promotion des investissements du secteur privé, qui est la clé du développement économique. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, a renchéri en affirmant: Avec nos amis japonais, nous partageons ce défi, cette ambition commune, de toujours plus renforcer les acteurs de la chaîne pénale ivoirienne, de leur donner les moyens d'action, tout domaine confondu, pour qu'ils puissent remplir leur mission. Le gouvernement ivoirien salue cet exemple de coopération dans le domaine de la formation en affirmant qu'elles seront d'un grand apport pour nos États dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les menaces auxquelles nous faisons face. Pendant ces 2 semaines, les magistrats et les officiers de police judiciaire vont mener la discussion sur le thème, à savoir la prévention du crime et le traitement des délinquants. Contestée par les acteurs ivoiriens de l'économie et de la finance, l'année fiscale 2018 a été modifiée par le gouvernement ivoirien au thème des rencontres avec les acteurs du secteur privé. Frendi Soundé, commentaire. Le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres le mercredi 14 février une ordonnance relative à l'aménagement de l'année fiscale du 27 décembre 2017 à la suite des rencontres le 19 et 24 janvier entre le gouvernement et les représentants des opérateurs économiques afin de réviser et lever les incompréhensions sur certaines dispositions sur instruction du président ivoirien. Cette mesure qui modifie l'année fiscale en vue de prendre en compte les conclusions de ces échanges sur certaines dispositions controversées a donc été prise en parfait accord avec les représentants du secteur privé national, a-t-il insisté. Ainsi ont été abrogées notamment les dispositions relatives à l'institution de la taxe sur les transferts d'argent, à l'aménagement de l'impôt synthétique et au relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire, à l'exception des stations-service et distribution de gaz butane, a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Bonne nouvelle pour les producteurs de la noix de cajou. Le prix Bourchamp passe de 440 francs à 500 francs CFA pour la campagne 2018. L'annonce a été faite par le gouvernement ivoirien ce mercredi 14 février. Estelle Trayo. Le gouvernement ivoirien annonce une bonne nouvelle aux producteurs de la noix de cajou pour la campagne 2018 de la commercialisation. Cette campagne est fixée au 15 février 2018 avec un prix plancher obligatoire de 500 francs CFA le kilogramme pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, a dit le ministre Bruno Koné, soit une hausse de 60 francs CFA comparativement à la campagne précédente. L'ouverture de la campagne 2018 de la commercialisation de la noix de cajou est fixée au 15 février 2018 avec les prix planchers suivants. Prix plancher obligatoire, 500 francs CFA par kilo pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Je rappelle que le prix pour la campagne 2017 était de 440 francs. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 525 francs CFA le kilo et le prix plancher magasin portuaire est fixé à 584 francs CFA le kilo. Selon le porte-parole du gouvernement, la campagne 2018 devrait permettre de consolider les acquis des 4 premières années de la réforme de la filière ANACAD en mettant davantage l'accent sur la qualité et sur la mise en œuvre des mesures incitatives permettant l'augmentation du taux de transformation locale de ce produit agricole. En 2017, la Côte d'Ivoire a produit 711 236 000 tonnes de noix de cajou pour une prévision de 715 000 tonnes, ce qui donne un taux de réalisation proche de 100%. C'est réjoui Bruno Koné, précisant que ce niveau de production représente la moitié de la production d'Afrique de l'Ouest et 22% de la production mondiale. Premier producteur mondial d'anacarde depuis 2015, la Côte d'Ivoire prévoit une production d'environ 750 000 tonnes en 2018, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Jacob Zuma a cédé à la pression de son parti. Il a déposé sa démission après 9 ans à la tête de l'État sud-africain. Cité dans des scandales de corruption, il quitte ainsi ses fonctions poussées à la porte par l'ANC. Embourbé dans les scandales, le président sud-africain Jacob Zuma démissionne. Son parti, l'ANC, l'a finalement poussé vers la sortie après des semaines d'un féroce combat. Les 9 années de présidence Zuma ont été marquées par des scandales de corruption. Aucune vie ne devrait être perdue en mon nom. Mais aussi, l'ANC ne devrait jamais être divisée en mon nom.
J'en suis donc arrivé à la décision de démissionner de mon poste de président de la République, une décision à effet immédiat. Coïncidence ou non, la police a mené mercredi une opération contre la sulfureuse famille Gupta au cœur des scandales qui impliquent l'ex-président Zuma. Le luxueux domicile des Gupta a été perquisitionné à Johannesburg dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds publics. Le vice-président Cyril Ramaphosa devrait être élu vendredi par le Parlement pour succéder à Jacob Zuma, dont l'avenir judiciaire est incertain. La transition politique est en cours en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, le nouvel homme fort de l'ANC, est donc investi par le Parlement sud-africain à la tête du pays. The Honorable Matamela Cyril Ramaphosa, duly elected President of the Republic of South Africa. Cette fois, c'est officiel, Cyril Ramaphosa est le nouveau président sud-africain. Il a été élu ce jeudi par le Parlement au lendemain de la démission de Jacob Zuma, empêtré dans des affaires de corruption et poussé vers la sortie par son parti. Cyril Ramaphosa a promis de faire de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Je crois que lorsqu'on est élu à ce poste, on devient le serviteur du peuple sud-africain. C'est une tâche que je souhaite exécuter avec loyauté, humilité et dignité. Le nouveau président de la République présentera ce vendredi les grandes lignes de son programme au cours de son discours sur l'état de la nation. Morgan Tsvangirai, adversaire historique du régime de l'ex-président Robert Mugabe, est décédé des suites d'un cancer. Le chef du principal parti d'opposition au Zimbabwe tire ainsi sa révérence au moment où son pays écrit une nouvelle page de son histoire. Il était l'adversaire historique de l'ancien président Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai est mort ce mercredi au Zimbabwe. Âgé de 65 ans, le chef du mouvement pour un changement démocratique est décédé des suites d'un cancer du côlon. En 2008, il était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, mais avait dû renoncer à se présenter au second tour à cause des violences exercées contre ses partisans. Robert Mugabe s'était alors maintenu au pouvoir. Cette année, il aurait dû affronter pour l'élection présidentielle Emmerson Mnangagwa, le successeur de Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai laisse derrière lui un parti divisé. Stupeur sur la côte de la Floride aux États-Unis, un homme a ouvert le feu dans un établissement de Parkland, faisant plusieurs victimes ce mercredi 14 février. Des lycéens encore sous le choc livrent leurs témoignages. C'est l'un des anciens élèves du lycée qui est l'auteur de la fusillade perpétrée ce mercredi à Parkland en Floride, dont le bilan s'élève désormais à au moins 17 morts. Nicholas Krautz, 19 ans, a pris pour cible la Marjory Stoneman Douglas High School qu'il avait fréquentée. Muni de grenades fumigènes, d'un masque à gaz et d'un fusil d'assaut, il a ouvert le feu aux abords de l'établissement avant de s'y introduire et d'être interpellé par la police 1 heure plus tard. Il est en garde à vue. Nous avons déjà commencé à retracer l'historique de ses consultations sur Internet et son activité sur les réseaux sociaux, et les idées qu'il avait en tête sont très dérangeantes. C'était un ancien élève de la Douglas High School. Il a été exclu pour raisons disciplinaires, mais je n'ai pas plus d'éléments à ce sujet. L'assaillant a déclenché l'alarme incendie pour faire un maximum de victimes. D'après un enseignant, l'établissement s'était livré à un exercice pour ce type de situation 6 semaines plus tôt. Il s'agit de la 6e fusillade dans un établissement scolaire depuis le début de l'année aux États-Unis. Dans les heures qui ont suivi la fusillade de Parkland en Floride, les élèves ont commencé à livrer leur récit de cet épisode. Certains sont soulagés d'avoir pu rassurer leur famille, mais d'autres ont encore du mal à réaliser les faits. Quand j'ai entendu les coups de feu, j'ai couru et en 2 minutes j'étais dehors. Les élèves ont été ramenés à l'intérieur par certains enseignants qui nous poussaient dans les salles, nous disaient de rentrer dedans et de rester silencieux. C'est juste une joie et un soulagement, explique sa mère. J'espère simplement que les autres enfants vont bien.
Dans les heures qui ont suivi, les élèves ont été réunis avec leurs familles dans un hôtel voisin. Nous sommes sortis et ça faisait bam bam bam, j'entendais des coups de feu. Je croyais que c'était des pétards, mais après avoir entendu le dernier coup de feu, je me suis dit oh non, non je sors. J'étais dans la salle de classe et tout ce que j'entendais c'était des coups de feu. Et quand la police nous a autorisés à sortir, j'ai vu des cadavres par terre. On a l'impression que c'est un jour d'école normale et on ne s'attend pas à cela, que quelqu'un puisse venir avec une arme et tirer à l'intérieur du lycée, jusqu'à ce que tu réalises. Et là, tu commences à envoyer des textos à ta famille, comme je vous aime, parce que tu ne sais pas comment ça va finir. Et on peut être tué d'un moment à l'autre. Ouvrons à présent la page sportive de cette édition et nous recevons Ange Série de la rédaction sportive. Ange, merci d'être sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, si tu le veux bien, on va aborder déjà en football les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et oui, le Paris Saint-Germain s'est incliné 3-1 sur le terrain du Real Madrid en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après avoir ouvert le score, les Parisiens ont été punis par un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Marcelo. C'est une grosse désillusion pour le PSG qui s'était annoncé avec l'ambition de frapper un grand coup sur le double tenant du titre. Dans l'autre choc, Liverpool a corrigé le FC Porto sur le score de 5-0 hier au Porto Alegre. Et n'oublions pas que le mardi dernier, la Juventus et Tottenham se sont neutralisés sur le score de 2-2 et Manchester City a étrillé le FC Bâle 4-0. Merci Ange. Nous allons également parler de la conférence de presse du PSG et de l'entraîneur du Real de Madrid après ce match. Il faut dire qu'après la défaite des Parisiens, la presse européenne n'a pas été tendre envers les coéquipiers de Neymar. Plus de détails en images. Bonjour à tous, on commence notre revue de presse spéciale Real PSG par les unes de la presse française. L'équipe ce matin se veut optimiste malgré la défaite des Parisiens à Santiago Bernabéu hier soir 3-1. Ce n'est pas fini, titre le quotidien. Les coéquipiers de Marco Verratti sont en effet toujours dans la course grâce notamment au but à l'extérieur d'Adrien Rabiot. Mais ils devront réaliser le match parfait dans 3 semaines au Parc des Princes. Moins d'optimisme en revanche pour le Parisien qui titre que Paris est condamné désormais à une remontada. Le journal qualifie même un passage en quart de finale du PSG d'exploit. En Espagne, autre ambiance évidemment. Marca a sorti le grand jeu sur sa une ce matin pour saluer Cristiano Ronaldo. Le Portugais a inscrit un doublé hier et inscrit ses 100e et 101e buts en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et cela valait bien cette une avec le célèbre cri de joie du quintuple Ballon d'Or. Le Real a montré son orgueil de champion pour le média. Même son de cloche pour As qui se demande comment ne pas t'aimer. Une phrase adressée à Cristiano Ronaldo bien sûr, véritable héros du soir côté madrilène. Abordons à présent une autre discipline sportive. Il s'agit du basket. Un Cleveland New Look s'impose à Oklahoma City 112-120. Passé des favoris à outsider en seulement quelques mois, l'équipe de Cleveland fortement rajeunie revit. À l'image de LeBron James, encore une fois impressionnant cette nuit, le King a compilé 37,8 rebonds et 8 passes décisives pour venir à bout des Thunder. Et il n'est clairement pas tout seul. Le danger vient de partout au sein de cet effectif lifté dans les grandes largeurs de la semaine dernière. Conséquence, victoire écrasante à l'extérieur 120-112. Alors pour rester toujours dans la même discipline sportive, le basket, alors Ange, nous allons aborder maintenant la question des résultats du match de mardi côté NBA. Et oui, le voici. Denver, San Antonio 117-109, Dallas, Sacramento 109-114, Milwaukee, Atlanta 97-92, Minnesota, Houston 108-126 et Toronto, Miami 115-112. Merci Ange pour toutes ces précisions et merci d'être venu sur le plateau pour l'information sportive. C'est moi qui vous remercie. Cette édition prend ainsi fin sur La Voix Sainte TV, préparée par toute la rédaction. Shalom et restez connectés sur notre chaîne, la chaîne de la rédemption.